Je ne saurais vous décrire mon amertume, mon désespoir, mais vous pouvez imaginer ce que je ressentais. Pour un homme à qui l'on a donné toute sa vie, n'être pas plus qu'une mouche qu'une main indolente chasse avec lassitude. De nouveau, une vague de fureur enragée passa sur moi. J'étreignis son bras avec tant de violence qu'il sursauta. « Vous allez vous lever tout de suite, » lui murmurai-je, tout bas, mais d'un ton d'autorité. « Rappelez-vous le serment que vous avez fait aujourd'hui dans l'église, misérable parjure que vous êtes. » Il me regarda, touché et tout pâle. Ses yeux prirent soudain l'expression d'un chien battu. Ses lèvres tremblèrent, il sembla se rappeler brusquement tout le passé et être saisi par une sorte d'horreur de lui-même. « Oui, oui, bégaya-t-il. Oh, mon Dieu, oui, je viens, pardonnez-moi. » Et déjà, sa main rassemblait tout l'argent, rapidement d'abord, avec des mouvements larges et énergiques, mais ensuite avec une indolence de plus en plus grande. Et comme s'il eût été retenu par une force contraire, son regard était retombé sur le général russe qui précisément était en train de miser. « Un moment encore, fit-il, en jetant très vite 5 pièces d'or sur le même rectangle. Rien que cette seule partie, je vous jure qu'ensuite je m'en irai. Rien que cette seule partie, rien que... » Et de nouveau sa voix expira. La boule avait commencé à rouler, l'emportant dans son mouvement. De nouveau, le possédé venait de m'échapper. Il s'était échappé à lui-même, entraîné par la giration de la boule minuscule qui sautait et bondissait dans la cuvette polie. Le croupier cria un numéro. Le râteau agrippa devant les 5 pièces d'or. Il avait perdu. Mais il ne se retourna pas. Il m'avait oublié, ainsi que son serment, ainsi que la parole qu'il venait de me donner une minute auparavant. Déjà, sa main avide plongeait en se crispant dans le tas d'argent diminué, et son regard ivre était entièrement accaparé par son vis-à-vis porte-bonheur qui magnétisait sa volonté. Ma patience était à bout. Je le secouai encore une fois, mais maintenant avec violence. « Levez-vous immédiatement. À l'instant même. Vous avez dit que ce serait la dernière partie. » Alors se produisit quelque chose d'inattendu. Il se retourna soudain. Cependant, le visage qui me regardait n'était plus celui d'un homme humble et confus, mais celui d'un furieux, ivre de colère, dont les yeux brûlaient et dont les lèvres frémissaient de rage. « Fichez-moi la paix !» rugit-il, comme un tigre. « Allez-vous-en, vous me portez malheur. Toujours quand vous êtes là, je perds. Ça a été le cas hier et aujourd'hui encore. Allez-vous-en !» Je fus un moment comme sidéré, mais ensuite, devant sa folie, ma colère déborda elle aussi. « Je vous porte malheur, moi ?» l'apostrophai-je. « Menteur, voleur, vous qui m'avez juré !» Mais je m'arrêtai là, car l'enragé bondit de sa place et me poussa en arrière, indifférent au tumulte qui s'élevait. « Fichez-moi la paix !» s'écria-t-il d'une voix forte, sans aucune retenue. « Je ne suis pas sous votre tutelle. Voici votre argent. » Et il me jeta quelques billets de 100 francs. « Mais maintenant, laissez-moi tranquille. » Il avait crié cela très fort, comme un fou, indifférent à la présence des centaines de gens qui étaient autour de lui. Tout le monde regardait, chuchotait, insinuait des choses, riait, et même de la salle voisine s'approchaient de nombreux curieux. Il me semblait que l'on m'arrachait mes vêtements et que j'étais là, toute nue devant ces gens pleins de curiosité. « Silence, madame, silence, s'il vous plaît !» dit d'une voix forte et autoritaire le croupier en frappant sur la table avec son râteau. C'était à moi que s'adressaient les paroles de ce médiocre personnage. Humiliée, couverte de honte, j'étais là, exposée à cette curiosité murmurante et chuchotante, comme une prostituée à qui l'on vient de donner de l'argent. 200, 300 yeux insolents étaient là à me dévisager, et comme en m'écartant, courbant le dos sous cette averse immonde d'humiliation et de honte,
je tournais les regards de côté. Voici que devant moi, je rencontrais deux yeux que la surprise rendait presque tranchants. C'était ma cousine qui me regardait d'un air égaré, la bouche ouverte et la main levée, comme sous l'effet de la terreur. Cela me donna un coup de fouet. Avant qu'elle eût pu bouger, se remettre de sa surprise, je me précipitai hors de la salle. J'eus encore assez de force pour aller tout droit jusqu'au banc, le même banc où la veille, ce possédé s'était effondré. Et aussi faible, aussi épuisé et brisé que lui, je me laissai tomber sur le bois dur et impitoyable. Il y a maintenant 24 ans de cela, et cependant, quand je pense à ce moment où j'étais là, fustigué par ces insultes, sous les yeux de 1000 inconnus, mon sang se glace dans mes veines. Et je sens de nouveau avec effroi quelle substance faible, misérable et lâche doit être ce que nous appelons avec emphase l'âme, l'esprit, le sentiment, la douleur, puisque tout cela, même à son plus haut paroxysme, est incapable de vous briser complètement le corps qui souffre, la chair torturée, puisque malgré tout, le sang continue de battre et que l'on survit à de telles heures, au lieu de mourir et de s'abattre comme un arbre frappé par la foudre. La douleur ne m'avait rompu les membres que pour un moment, le temps de recevoir le choc, de sorte que je tombais sur ce banc, hébété, à bout de souffle, avec pour ainsi dire l'avant-goût voluptueux de ma mort nécessaire. Mais je viens de le dire, toute souffrance est lâche. Elle recule devant la puissance du vouloir vivre qui est ancrée plus fortement dans notre chair que toute la passion de la mort ne l'est dans notre esprit. Chose inexplicable à moi-même, après un tel écrasement de sentiments, je me relevai malgré tout, à vrai dire sans savoir que faire. Et soudain, je me rappelai que mes malles étaient à la gare. Dès lors, je n'eus plus qu'une pensée, partir, partir. Partir d'ici, simplement partir, loin de cet établissement maudit, infernal. Je courus à la gare sans faire attention à personne. Je demandai l'heure du premier train pour Paris. À 10 heures, me dit l'employé, et aussitôt je fis enregistrer mes bagages. 10 heures. Il y avait donc exactement 24 heures depuis cette affreuse rencontre. 24 heures tellement remplies par une tempête qui avait déchaîné les sentiments les plus insensés, que mon âme en était brisée pour toujours. Mais d'abord, je ne sentis qu'une seule parole dans ce rythme éternellement martelé et vibrant. Partir, partir, partir. Les pulsations de mes tempes enfonçaient sans cesse comme un coin ce mot-là dans ma tête. Partir, 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 loin de cette ville, loin de moi-même, rentrer chez moi, retrouver les miens, ma vie d'autrefois, ma vie véritable. Je passais la nuit dans le train. J'arrivais à Paris. Là, j'allais d'une gare à l'autre et directement, je gagnai Boulogne. Puis je me rendis de Boulogne à Douvres, de Douvres à Londres et de Londres chez mon fils. Tout cela avec la rapidité d'un vol, sans réfléchir, sans penser à rien. Pendant 48 heures, sans dormir, sans parler, sans manger. 48 heures pendant lesquelles toutes les roues ne faisaient que répéter en grinçant ces mots-là. Partir, 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 partir. Lorsqu'enfin, sans être attendu par personne, j'entrai dans la maison de campagne de mon fils, tout le monde eut un mouvement d'effroi. Il y avait sans doute dans mon être, dans mon regard, quelque chose qui me trahissait. Mon fils s'avança pour m'embrasser. J'eus un mouvement de recul devant lui. La pensée m'était insupportable qu'il touchât les lèvres que je considérais comme souillées. J'écartais toute question. Je demandais seulement un bain, car c'était un besoin pour moi de purifier mon corps. Abstraction faite de la crasse du voyage, de tout ce qui paraissait encore y rester attaché de la passion de ce possédé, de cet homme indigne. Puis, je me traînai jusque dans ma chambre, et je dormis pendant 12 ou 14 heures d'un sommeil de bête ou de pierre, comme je n'en ai jamais eu ni avant, ni depuis, un sommeil qui m'a pris
ce que c'est que d'être couché dans un cercueil et d'être mort. Ma famille s'inquiétait pour moi comme pour une malade. Mais leur tendresse ne réussissait qu'à me faire mal. J'avais honte, j'étais honteuse de leur respect, de leur prévenance, et je devais sans cesse me surveiller pour ne pas leur crier soudain combien je les avais tous trahis, oubliés, presque abandonnés sous le coup d'une passion folle et insensée. Ensuite, je me rendis dans une petite ville française, au hasard, où je ne connaissais personne, car j'étais poursuivie par l'obsession que tout le monde pouvait, à mon aspect, au premier coup d'œil, s'apercevoir de ma honte et de mon changement, tellement je me sentais trahie et salie jusqu'au plus profond de l'âme. Parfois, en m'éveillant le matin, dans mon lit, j'avais une crainte terrible d'ouvrir les yeux. Le souvenir m'assaillait brusquement de cette nuit où je m'éveillais soudain à côté d'un inconnu, d'un homme demi-nu, ou alors, tout comme la première fois, je n'avais plus qu'un seul désir, celui de mourir aussitôt. Malgré tout, le temps a un grand pouvoir, et l'âge amortit de façon étrange tous les sentiments. On sent qu'on est plus près de la mort, son ombre tombe, noire, sur le chemin, les choses paraissent moins vives, elles ne pénètrent plus aussi profond et elles perdent beaucoup de leur puissance dangereuse. Peu à peu, je me suis remis du choc, éprouvé, et quand de longues années après je rencontrai un jour en société l'attaché de la légation d'Autriche, un jeune Polonais, et qu'à une question que je lui posai sur sa famille, il me répondit qu'un fils de l'un de ses cousins, précisément, s'était suicidé 10 ans auparavant à Monte-Carlo, je ne sourcillai même pas. Cela ne me fit presque plus mal. Peut-être même, pourquoi nier son égoïsme, cela me fit-il du bien, car ainsi disparaissait tout danger de le rencontrer encore. Je n'avais plus contre moi d'autres témoins que mon propre souvenir. Depuis, je suis devenue plus paisible. Vieillir n'est au fond pas autre chose que n'avoir plus peur de son passé. Et maintenant, vous comprendrez pourquoi je me suis décidée brusquement à vous raconter ma destinée. Lorsque vous défendiez Madame Henriette et que vous souteniez passionnément que 24 heures pouvaient changer complètement la vie d'une femme, je me sentis moi-même visée par ces paroles. Je vous étais reconnaissante parce que, pour la première fois, je me sentais, pour ainsi dire, confirmée. Et alors, j'ai pensé que peut-être, en libérant mon âme par l'aveu, le lourd fardeau et l'éternelle obsession du passé disparaîtraient et que, demain, il me serait peut-être possible de revenir là-bas et de pénétrer dans la salle où j'ai rencontré ma destinée sans avoir de haine ni pour lui, ni pour moi. Alors la pierre qui pèse sur mon âme sera soulevée, elle retombera de tout son poids sur le passé et l'empêchera de ressurgir encore une fois. Cela m'a fait du bien d'avoir pu vous raconter cela. Je suis maintenant soulagée et presque joyeuse. Je vous en remercie. À ces mots, je m'étais levée soudain, voyant qu'elle avait fini. Avec un peu d'embarras, je cherchais à dire quelque chose, mais elle s'aperçut sans doute de mon émotion et rapidement elle coupa court. « Non, je vous en prie, ne parlez pas. Je ne voudrais pas que vous me répondiez ou me disiez quelque chose. Soyez remerciés de m'avoir écouté et faites bon voyage. » Elle était debout, en face de moi, et elle me tendit la main en manière d'adieu. Sans le vouloir, je regardais son visage, et il me parut singulièrement attendrissant. Le visage de cette vieille dame qui était là devant moi, affable et en même temps légèrement gênée. Était-ce le reflet de la passion éteinte ? Était-ce la confusion qui soudain colorait d'une rougeur inquiète et croissante ses joues jusqu'à hauteur de ses cheveux blancs ? Toujours est-il qu'elle était là, comme une jeune fille, pudiquement troublée par le souvenir et rendue honteuse par son propre aveu. Émue, malgré moi, j'éprouvais un vif désir de lui témoigner par une parole ma déférence. Mais mon gosier se serra. Je m'inclinai profondément et baisai avec respect sa main fanée qui tremblait un peu comme un feuillage d'automne.